que nous avons menées au niveau d'AEDEV. Et je crois que Karen a déjà mentionné ces évaluations. En ce qui concerne l'approche et la méthodologie, les différentes évaluations ont adopté une approche basée sur la théorie non expérimentale, formative, sommative, par pipeline et aussi des méta-évaluations. Elles ont utilisé une combinaison de méthodes aussi bien quantitatives que qualitatives. Et pour garantir une analyse complète, les constatations ont été établies en triangulant les informations provenant de diverses sources, notamment les analyses comparatives, les évaluations groupées, les études de cas par pays, la revue de littérature, les revues de portefeuille, les évaluations individuelles des projets et les revues de stratégie et de politique. Nos évaluations ont mis en exergue plusieurs perspectives pour la promotion de la transformation agricole en Afrique. Et nous allons passer en review les quelques connaissances évaluatives tirées du secteur de l'agriculture. L'une des principales constatations a trait à l'importance d'une clarté conceptuelle sur ce qu'est une chaîne de valeur et sur les exigences critiques pour les rendre viables, durables et inclusives. En conséquence, les organisations ont besoin de capacités internes et des ressources. De même, les partenariats clés doivent avoir des compétences et une expérience adéquate pour soutenir le développement de la chaîne de valeur. Débat, s'il te plaît. En termes de renforcement de la collaboration entre les acteurs de la chaîne de valeur, il est ressorti qu'une intervention active sur le développement de la chaîne de valeur agricole nécessite une bonne collaboration entre les acteurs de la chaîne de valeur, en particulier avec les acteurs du secteur privé et autres. Dans le cadre de la première phase du programme sur les technologies pour la transformation de l'agriculture africaine, par exemple, la participation du secteur privé aux accords sur les produits de base était cruciale pour l'expansion et la durabilité. Cependant, la capacité du secteur privé à tirer parti des grandes opportunités émergentes dans les accords sur les produits de base était limitée, et ceci par un accès restreint aux ressources financières dans le soutien de la chaîne de valeur. De plus, au Malawi, l'irrigation a favorisé l'augmentation des rendements, mais l'accès au marché est resté un défi. Les évaluations ont fait ressortir l'importance de l'inclusivité des interventions de développement pour les changements transformationnels. Le programme sur les technologies pour la transformation de l'agriculture africaine, par exemple, montre que, au-delà de l'adoption des technologies, les services de soutien sont essentiels pour la transformation et la modernisation agricole, en particulier lorsque les programmes ciblent les jeunes et d'autres populations vulnérables. Les évaluations mettent aussi en avant la nécessité des liens solides avec la recherche et de mécanismes de retour d'informations efficaces pour mettre continuellement à jour les catalogues technologiques afin de répondre aux demandes des agriculteurs pour des technologies améliorées. Par exemple, les petits agriculteurs ont exprimé leur satisfaction quant aux effets de la première phase du programme sur les technologies pour la transformation de l'agriculture africaine sur les moyens de subsistance résultant de l'utilisation des technologies améliorées. Enfin, les évaluations ont relevé dans le domaine de l'agriculture que le maintien des avantages des projets agricoles
nécessite un ensemble complet de soutien à une chaîne de valeur sélectionnée qui assure des partenariats avec le secteur privé, le gouvernement et d'autres acteurs du développement. L'accent doit donc être mis sur la croissance verte, l'agriculture durable et le renforcement des institutions locales. Dans le domaine des énergies renouvelables, nous avons également relevé des connaissances évaluatives utiles pour favoriser le déploiement de ces énergies renouvelables en Afrique. Et nous allons passer en revue ces aspects. Premièrement, l'évaluation a montré l'importance de concrétiser les ambitions élevées en matière d'énergie renouvelable par des actions concrètes sur le terrain, assurant ainsi une cohérence entre la vision globale et la réalité pratique. Tout d'abord, la Banque africaine de développement a joué un rôle central dans le développement des documents stratégiques pour le secteur de l'énergie. Cependant, il est apparu nécessaire de disposer de plans d'action pour compléter ces stratégies. Il a été observé que pour attirer les investissements du secteur privé dans les énergies renouvelables sur les marchés émergents, les investisseurs ont besoin de prévisibilité et de la clarté en matière de passation de marché. À cet égard, le programme sud-africain de passation de marché d'énergie renouvelable des producteurs indépendants d'électricité, qui utilise un processus d'appel d'offres concurrentiel, a été cité comme un exemple positif, facilitant les investissements privés dans la production d'énergie renouvelable connectée au réseau en Afrique du Sud. Les évaluations ont aussi mis en exergue la nécessité de créer un environnement propice pour stimuler les investissements privés. Soutenons ainsi les déploiements des énergies renouvelables ainsi que la nécessité de renforcer le dialogue politique afin de faciliter l'élaboration des documents stratégiques sur les énergies renouvelables au niveau régional et au niveau des pays. Dans ce contexte, l'évaluation a mis en lumière les initiatives de la BAD visant à fournir, grâce au Fonds spécial pour l'énergie durable pour l'Afrique, le CFA, une assistance technique et un renforcement des capacités aux décideurs politiques et aux régulateurs dans les pays tels que le Kenya, la Tanzanie et le Sénégal. Cependant, la contribution de la BAD à l'élaboration de la politique et du cadre institutionnel en matière d'énergie renouvelable dans les pays membres régionaux était limitée, ce qui indique un besoin d'efforts plus ciblés dans ce domaine. L'utilisation du financement concessionnel mixte visant à accroître les investissements privés en combinant des financements concessionnels avec des ressources du secteur privé, spécifiquement pour les infrastructures du réseau, l'adaptation et l'intégration des énergies renouvelables. L'évaluation a relevé une bonne contribution à l'objectif de développement durable numéro 7 et à l'agenda 2063 grâce à l'augmentation de la capacité de production basée sur les énergies renouvelables. Toutefois, les résultats escomptés au niveau continental n'ont pas été obtenus au rythme souhaité et n'ont pas été à la hauteur des cibles ambitieuses de la Banque africaine de développement. Des défis subsistent dans le financement des infrastructures de soutien comme les lignes de transmission et de distribution, les infrastructures de stockage et dans l'adaptation au réseau électrique plus large. Les évaluations ont relevé notamment des difficultés liées à l'utilisation de l'électricité produite par certains projets d'énergie renouvelable financés par la Banque africaine de développement en raison de l'absence de lignes de distribution et de transmission, de l'insuffisance des équipements de stockage et de l'instabilité du réseau électrique. La résolution de ces problèmes est essentielle pour optimiser les bénéfices des projets d'énergie renouvelable. Les évaluations ont aussi révélé que le déploiement
d'instruments de risque innovants est déterminant pour attirer les investissements du secteur privé. Nous avons par exemple constaté des succès avec les instruments de garantie. Toutefois, les évaluations ont également révélé que le partage optimal des risques peut imposer des charges financières à long terme au gouvernement. Les exemples du Maroc et du Kenya soulignent l'importance des mécanismes de partage des risques soigneusement conçus. La création de partenariats solides et d'une collaboration efficace est indispensable pour favoriser le développement des énergies renouvelables, encourageant ainsi la synergie entre les acteurs publics et privés. Au niveau des interventions, l'évaluation a relevé une coordination et une interaction efficace entre la banque et les autres partenaires au développement. De plus, l'évaluation a établi que la banque a démontré des qualités exemplaires de chef de file et de coordination avec d'autres partenaires au niveau du siège. Des initiatives comme le marché de l'énergie en Afrique, l'initiative Desert to Power et le partenariat entre la BAD et l'IRENA démontrent le pouvoir de la collaboration dans la mobilisation des financements supplémentaires et la réalisation d'un plus grand impact. Enfin, la durabilité à long terme doit être au cœur des initiatives, garantissant que les projets d'énergie renouvelable ne sont pas seulement des réussites à court terme, mais contribuent également de manière significative à la durabilité environnementale et économique sur le long terme. De façon positive, l'évaluation a relevé que les interventions dans les énergies renouvelables financées par la banque ont utilisé des technologies de pointe généralement adaptées au contexte du pays. Malgré quelques lacunes dans leur mécanisme de maintenance, ces technologies ont été utilisées de manière appropriée sur le terrain. En revanche, la viabilité financière des interventions dans les énergies renouvelables financées par la BAD était menacée par la détresse financière des compagnies d'électricité. Cela affecte l'ensemble du secteur de l'énergie, y compris les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables nécessitent des investissements initiaux importants et en tant que tels sont vulnérables à long terme au risque de crédit de leurs acheteurs d'électricité, qui sont souvent les compagnies d'électricité. Par ailleurs, aborder les risques environnementaux et sociaux et renforcer la capacité institutionnelle sont également essentiels. Merci pour votre attention. Nous voudrons ici remercier Joseph, Thank you, Joseph. chef en évaluation, qui a partagé avec nous les interventions de la banque, les leçons apprises. Je vais donc donner la parole à M. Raphaël, qui va nous engager dans les discussions avec les panélistes. Raphaël, can you hear Okay, me? thank you. Thank you, Sam. Thank you, Joseph. It's excellent presentation. I think, Joseph tried to highlight, from a number of evaluation, in terms of what works and what's not working in the key areas of our discussion in terms of renewable energy. That's the key. And also sustainable agriculture and also addressing some of issues related to climate. So I think you really presented a balanced view from, in terms of what works and not working. With that, maybe I will ask our panelists a few questions. Let me start with maybe Vincent to quickly, reflect. You have been working for many years within the bank. And you see these findings, what we learned from this evaluation in terms of what works and what's not working, some of the findings in the area of especially sustainable agriculture. From your side, how can the Africa Development Bank help to achieve, the regional and global agenda like SDG and
2063, Agenda 2063, and also our, implementation of our new strategy. How can we better contribute to this global in terms of driving the transformational change across the continent? So maybe briefly reflecting from this evaluation, how can we better contribute to this agenda, global and regional agenda as Africa Development Bank? Over to you, Vincent. Très bien. Si vous me permettez, je vais faire mon intervention en français, hein. Comme j'ai compris que le Yeah, panel était right. dynamique. Comment? Là, je pense qu'un des points qui a été vraiment mis en avant lors de la présentation, c'est l'accès aux technologies. Et il est clair que la Banque africaine de développement a fait de l'accès aux technologies pour améliorer la production et la productivité un de ses chevals de bataille pour engager une transformation du secteur agricole. Quand nous regardons à l'échelle mondiale les niveaux de production et de productivité en Afrique, on se rend compte que même si cette révolution verte a eu lieu au niveau mondial, l'Afrique est toujours très en retard sur ces questions de production et de productivité. Et pourtant, le constat qui a été fait, et qui a été fait lors de Dakar 1, c'est que ces technologies existent. Ces technologies existent en Afrique et que il y avait sûrement deux grands facteurs qui, on va dire trois, qui limitent la dissémination de ces technologies. La première chose, ça a été dit pendant la présentation, c'est véritablement la connexion entre la recherche et le développement et le côté opérationnel. Et là-dessus, la banque s'est vraiment engagée sur ces aspects il n'y a que quelques années à travers le programme TAT. Et cette approche a été révolutionnaire et constitue d'ailleurs quelque chose qui avait été appelé de ses voeux lors de la formulation du CADAP. La mise en cohérence de l'aspect recherche et de l'aspect opérationnel, c'est une des premières choses sur laquelle la Banque africaine de développement a travaillé, une des premières choses sur lesquelles on peut avoir des gains. La deuxième chose, c'est la dissémination et l'accès des petits producteurs. C'est-à-dire qu'on peut très bien mettre en cohérence le côté recherche-développement et le côté opérationnel. Ça ne veut pas dire nécessairement que les agriculteurs ont ensuite accès sur le terrain à ces technologies et sont formés dans l'utilisation de ces technologies. Ces aspects-là sont de plus en plus pris en compte au niveau de nos projets, où à la fois dans la construction des projets, on essaye véritablement de valoriser, notamment à travers l'initiative TAT, cet ancrage entre les différents résultats de la recherche et le côté opérationnel, et ensuite travailler sur ces aspects de logistique, de dissémination et d'appropriation par l'appui aux petits producteurs. Et puis, le troisième point, l'accès, c'est, comme je le disais, c'est un accès physique, mais c'est aussi un accès financier. C'est-à-dire que les petits producteurs n'ont pas nécessairement les capacités d'acheter directement ces technologies, n'ont pas forcément les moyens. Et là, bien entendu, on a, au cours des dernières années, et ça a été, je pense, vous ne m'entendez pas ou vous m'entendez? D'accord, j'ai eu un message. Et je pense que le Yes, programme, yes, we can hear you. ok, la réponse qui a été faite à la banque dans le programme d'urgence suite à la guerre en Ukraine qui avait été voté par le Conseil. Ici, on a sur ces questions d'accès financier, on a beaucoup travaillé et ces approches sont maintenant répliquées dans un certain nombre de projets, à la fois sur la question de comment permettre aux producteurs d'être accompagnés financièrement dans l'achat de ces semences. La distribution en don est quand même très rare pour des questions on va dire, de redevabilité.
prière de vérifier votre micro. Mais vous m'entendez, Joseph? Parce que je vois de nouveau des messages. OK. Et le dernier point de ce côté-là, c'est la We can hear gouvernance. you. Voilà, la gouvernance dans cette distribution. Et on a mis en place dans tout un certain nombre de pays, on réplique à présent cette approche, des systèmes qui avaient été d'ailleurs testés initialement au Nigeria et qui sont à présent mis en place par un certain nombre d'acteurs, qui sont les systèmes e-voucher et qui permettent de vraiment d'identifier les producteurs, de certifier les mécanismes de distribution pour que on soit sûr que ce soit véritablement les bénéficiaires qui ont été identifiés dans le cadre du projet qui vont bénéficier de l'appui de la banque. Voilà, merci beaucoup Joseph pour c'est ma première réaction. Thank you, Vincent. It's really, you captured the key in terms of in sustainable agriculture. You highlighted 5 key areas in terms of access to technology, in terms of dissemination of the technology. That dissemination, access is not necessarily, it's also utilization, and also enable to make sure that small-scale farmers are not left behind. The bank supported in some areas in terms of in terms of physical and financial access, governance. I think it's the key point that you highlighted. Thank you very much. Maybe let me just forward the same question, but focusing on energy, renewable energy. Anthony, could you please reflect on this area, Anthony? Yeah, thank you, Rafael, and thank you, Joseph, for highlighting all these issues. I think let's go back. When you look at the Agenda 2063 and also the Agenda 2030, both of them speak to an integrated Africa, and of course, prosperous Africa, where you have inclusive growth and sustainable development. Now, without this, without energy or without electricity, which is a catalyst to both, I think it's very clear that we're lagging behind in terms of the universal access targets. And this is by 2030. So we're talking about 6 years from now that we should have universal access to really affordable, reliable, and modern energy, and also increase the share of renewable energy. Now, we're not saying that we're lagging behind, but more specifically, the bank has also been playing a very key roles in ensuring these agendas are achieved through strategic documents, such as one is the New Deal on Energy for Africa. And of course, you have the High Five, which is the Light Up and Power Africa. But more importantly, right now, we have now the new 10-year strategy that one common factor is that we're prioritizing investments in areas such as energy access, renewable energy generation, but of course, policy, environment, and making sure that these utilities that at the end of the day will be signing the power purchase agreement are actually credit-worthy. Now, just to go back to the presentation by Joseph, where he mentioned that he mentioned the lessons learned. I think we've picked on this, and looking at this respective strategies that we're doing is that we're now incorporating action plans. A very good example is the Desert to Power initiative, where when it started, now we have 11 roadmaps for the 11 Sahel countries. But of course, we're cognizant that renewable energy is constrained by absence of distribution and transmission lines, as he actually put it. But then again, we're looking at governments and utilities in terms of what are the short-term solutions. And here's short-term solutions. Instead of having these big transmission lines, we have battery energy storage systems that can be deployed in a very short time to evacuate renewable energy and also make it stable. Now, also going further, I think we're very cognizant. Africa has an abundance of renewable energy. But here, renewable energy is not just solar or wind, as we all know. It is also green baseload. Now, what the bank has been doing is that it is deliberately integrating these resources through financing potential standalone facilities that can be incorporated in the energy ecosystems of the respective countries.
And here we're partnering with, I'll say, philanthropic organizations like the GIAP, where we're specifically targeting battery energy storage to be incorporated in future energy master plans. Because while this is a new technology, you find that most of the utilities do not have the know-how of the respective technology. Now, just to finalize my intervention, I think from this discussion, we need to further articulate the renewable energy approach, both at regional and country level. Of course, it will foster the development effectiveness of the bank support in renewable energy. Here, what am I talking about? I'm talking about deliberately, systematically integrating renewable energy within the country strategy papers and the regional integration strategy papers. But of course, increase the policy dialogue that will shape strategic documents, because while we can talk about renewable energy, you must have ownership at the topmost level of the country. Now, the second part I think I'll mention is I think the improvement of quality of entry of renewable energy interventions. So what am I talking about here? As you rightfully mentioned, we have the Sustainable Energy Fund for Africa. Of course, in its first phase, it was very much curtailed to enabling environment, project preparation. So we need to increase further support, at least for early stage project development, of course, and also enhance our due diligence on technical feasibility studies. Because while you get the feasibility studies and they're out there, you find that these studies of most of the time have specific gaps. Then lastly, I think, Joseph, you mentioned about scaling up blended finance. I think one action point from this evaluation is that we need to expand the deployment of innovative risk mitigation instruments. Of course, this will definitely attract private sector, but it has to partner also with the government, also to balance to ensure that from a liability perspective, the government is not just signing respective guarantees, but the utilities, it's more so of ensuring the utilities are credit worthy so that guarantees are not signed, but also more proactively support RMCs on creating enabling environments. Here I'm talking about potential incentives, even tax incentives for these companies. Thank you. I think I'll stop there in the interest of time. Thank you, Anthony. They're very rich. Thank you. Capturing even I have a couple of follow-up questions, but you covered most of the question. Really appreciate. I think it's really important that if we want to make a difference and to bring that, to drive that transformational change, any one country alone, we can't do anything. We need to think in terms of clearly, as you said, in Agenda 2063 or 2030, integrating Africa is key, I think. And then you highlighted key areas from strategic perspective, from policy perspective, from operational perspective. And I think this is very important that we need to be deliberate, we need to be systematic, and we need to really entry point that, given the Paris Declaration, country ownership is key. So our country strategy and regional strategy is key entry point for aligning, our approaches in terms of, to make that transformational change. Thank you, really appreciated, Anthony. Maybe let me revert to Belgis. From where you are sitting in terms of climate change, maybe it's overlap. It's just not only just cross-cutting issues, but we've been doing a number of evaluation in this aspect. Maybe just for you, let me ask a specific question in terms of how that helps also in terms of fine-tuning and informing policy or strategy. The past evaluation by IDF in this area helped the bank in terms of informing strategic direction, operations from where you're sitting. Over to you, Balkis. Thank you, Rafael. Good afternoon, good morning, good evening, colleagues. I'm happy to be here and represent the Climate Change and Green Growth Department in the African Development Bank. Regarding the evaluation that is
being conducted by IDEF for the bank's effort to mainstream climate change and green growth during the period 2008-2018. Actually, it provided a number of lessons, and it identified to what extent the bank has mainstream climate change into interventions, policies, strategies, operations, as well as the factors behind the success and the failures sometimes, you know. And based on that, actually, the evaluation helped us identify the need to elevate, you know, the bank's efforts and ambitions to address climate change in Africa. And of course, we know that the climate change is considered as a key player in putting, you know, strategies and actions into implementations, strategies and policies into implementation because of the importance of finance. So based on the evaluation and some of the findings, for example, is that the bank did well in mainstreaming climate change and green growth into the investments, policies, strategies at the design stage. But when we come to implementation, there is many limitations and it's not as successful as in the design, which is largely attributed to issues related to capacity and maybe sometimes, you know, finance, because you need to have this additional cost to address climate change related risk, and there are many issues around this area. So and there are, of course, a number of recommendations, but more efforts are needed to select like intervention that will enable the regional member countries develop and implement their nationally determined contributions. So this will be like an incentive for the countries also to contribute and to allocate, you know, part of the budget to address climate change interventions that have been identified during the mainstreaming process. Yeah, but then based on the evaluation, also as I mentioned, the bank decided to elevate its efforts, and so in 2020, the bank decided to develop this strategic framework on climate change and green growth, which consists of a policy, a strategy, and an action plan. For the first time, we have a climate change and green growth policy, and it consists of 4 main pillars: adaptation and climate resilience, mitigation and low carbon development, resource mobilization, and enabling environment, which includes institutional build or reforms, policy, capacity building, partnership, communication, all these factors that will contribute to achieving the other pillars. And besides that, the bank also developed a monitoring, evaluation, reporting, and learning framework to improve the monitoring and evaluation, and to be able to track progress and amend and improve with indicators, baseline indicators, target indicators. This will also help identifying, you know, where are the problems and fixing it at an early stage. And because the ultimate objective is to have an impact on the ground. Also, we try to improve and upgrade our existing tools for mainstreaming, like the climate safeguard system, which identifies the climate risk to which the projects are exposed, and also identify the different adaptation options that can be adopted by the our task managers from different sectors, so that they will eliminate the risk and ensure the long-term resilience of the projects. And also we develop a greenhouse gas accounting tool, so that we'll be able to identify to what extent we are also contributing to achieving the objective of low carbon development, and whether we are on the trajectory towards achieving the Paris alignment objective of limiting the temperature between 1.5 and 2 degrees centigrade. Also now we are
an important part actually of the strategic framework is the commitment by the bank to align its investments with Paris alignment, with Paris Agreement. That is, by 2023 we need to have all our investments, operations, and policies aligned with the Paris Agreement. That means all the projects have to contribute to adaptation, to contribute to mitigation, not to increase the greenhouse gas emissions. And also our finance should be at least 40% of the finance should be allocated as climate finance. By 2025, other pillars or building blocks of the Paris alignment, like the reporting and policy, national policies and NDCs, long-term strategies, have all to be aligned with Paris Agreement, and also the internal bank processes. This include the procurement, treasury, institutions, efficiency, all should be Paris aligned. We also launched a program for regional training to build the capacity at the regional member countries and ensure that they have the capacity to understand the impacts of the climate change, and also to be able to draft or formulate bankable project proposals that can access resources from the different climate change funds. We also accelerated and elevated our efforts to generate knowledge that can also inform the decisions at different levels, continental or country-wise, and also at the bank level, we develop a number of trust funds that can contribute that provide like funds for technical assistance and capacity building, and assist countries develop proposals that and attract partners for co-financing. So these are just a number of issues that we managed to put in place in order to have a real impact on the ground. Thank you. Thank you, Belkis. I think that's great to hear, and we are after the evaluation, we've been engaging with the department and with the bank management and board, informing the new policy and strategy and action plan, including the M&A framework. It's good to hear that things are going well. And really also at the end of the day, the bank board decision in terms of alignment, Paris alignment, you highlighted focusing also adaptation and mitigation, that area, and also aligning not just only investment, also administrative processes in the future. So I think this is some of the key highlights. Thank you very much. Maybe let me revert to my follow-up or my next question in terms of the role of private sector, because in Africa, if we make a difference, especially in sustainable agriculture and renewable energy, and addressing also, this climate, without the role of private sector is really impossible. We need the support of private sector, but I want to hear your reflection in terms of in your sector focus area. Let me start with Vincent first. What are the main risks and challenges that the private sector companies may face investing in sustainable agriculture, and how can this be mitigated? Over to you, Vincent. Merci beaucoup pour cette question. Bon, la première chose, c'est que ici, ça c'est vraiment quasiment un cheval de bataille personnel. Quand on parle du secteur privé, on a tendance dans l'agriculture à oublier que les petits producteurs, c'est déjà le secteur privé. Donc, je pense que la question est plutôt tournée sur les petites et les moyennes entreprises et les grosses entreprises du secteur privé, et encourager le développement
notamment de l'agro-industrie. Je dis ça parce que je vois souvent ça dans nos commentaires et c'est vrai que on oublie que chaque unité de production agricole, c'est une entreprise du secteur privé qui, avec des entrepreneurs qui prennent des risques et qui doivent garantir la pérennité de leur entreprise, le succès de leur entreprise et la croissance de leur entreprise. Donc, si maintenant on parle plutôt ici des entreprises de taille moyenne et de grande taille, ce qui est clair, c'est que, premièrement, il y a tout un travail à faire au niveau des politiques publiques pour encourager l'investissement et faciliter l'investissement dans le secteur agricole. Une des grandes particularités qui a été vraiment mise en avant au niveau de Dakar, c'est que on a souvent l'idée que le secteur agricole est un secteur, on va dire, vertical, alors que le secteur agricole est en fait, et la notion de sécurité alimentaire, ont une très grande dimension transversale. C'est-à-dire qu'ils dépendent des conditions à la fois en termes de politique publique et en termes d'infrastructure, dans l'environnement des affaires, euh, qui, euh, qui dépassent très largement le cadre du ministère de l'Agriculture. Donc, si on s'intéresse aux politiques publiques, il y a bien entendu souvent tout le condition d'investissement et de développement du secteur privé secteur agricole ou non, nécessite d'être revu pour permettre au secteur agricole de se développer, avec ici, bien entendu, toutes les notions liées à la création d'entreprises, mais aussi toutes les notions liées au commerce et aux échanges, permettant l'importation et l'exportation de produits, soit pour permettre la transformation, donc on parle d'outils, d'équipements, mais aussi de matières premières, permettant à l'agro-industrie de se développer, et puis les capacités d'exportation, car c'est pas toujours facile d'exporter les produits qui sont euh, développés localement. Il y a des sous-secteurs, par exemple, comme le secteur de l'élevage, qui sont extrêmement régulés. La deuxième chose, puisque je vais essayer de synthétiser, hein, c'est l'accès au financement. De ce côté-là, la Banque africaine de développement appuie, bien entendu, la mise en place de lignes de crédit, le développement de systèmes de garantie, mais le secteur agricole est souvent considéré comme l'un des plus risqués pour les investisseurs et que ce soit les agripreneurs, que ce soit les PME dans le secteur agricole, ont du mal à accéder au financement au niveau local pour assurer leur développement et leur croissance. Et puis le troisième point qui pose un risque, c'est toute la condition de tout l'état des infrastructures et du secteur de la logistique, car pour pouvoir transformer et exporter, on a besoin de nœuds de concentration, on a besoin d'infrastructures qui se développent, d'infrastructures routières de transport qui se développent, de nœuds de concentration où la logistique fonctionne. Et dans beaucoup de pays de notre continent, ces infrastructures ne sont pas suffisamment développées pour transporter les produits des zones de production vers les zones de transformation. Et ça, c'est un véritable problème pour le secteur privé, hein, parce que ça représente déjà un coût. Deuxièmement, parce qu'il y a des risques de perdre aussi en qualité sur les produits qui sont développés. Il y a des filières extrêmement périssables, comme au niveau de la pêche, par exemple, mais sur les filières en termes de fruits, on peut avoir énormément de pertes en route si les camions sont stoppés. Alors là-dessus, bien entendu, la Banque africaine de développement a mis en place un certain nombre d'initiatives. On travaille de manière transversale, bien entendu, avec le secteur des transports, sur la question aussi de la logistique, mais c'est aussi dans ce cadre qu'on développe les plateformes de développement agro-industriel
intégrée pour rapprocher ces activités de transformation vers les zones de production et permettre à la fois de résoudre ces questions de connexion et de transport entre zones de production et zones de transformation, mais aussi assurer et garantir la disponibilité des produits pour le secteur privé, qui est un autre problème qui est sous-jacent à celui-ci, parce que si la logistique ne fonctionne pas correctement, les usines ne tournent pas, ce qui met en péril le modèle économique. Maintenant, au niveau du secteur privé agricole en lui-même, et là on regarde vraiment les contraintes au niveau du secteur, ici il y a d'autres défis sur lesquels la Banque africaine de développement travaille. C'est pour que ces PME agro-industrielles se développent, il y a besoin de structurer les filières, structurer les acteurs. Et là, on est vraiment ici sur des notions aussi de production et de productivité. Et puis, il y a une deuxième partie, c'est l'aspect qualitatif. Et dans cet aspect qualitatif, c'est que il ne s'agit pas simplement de produire, il faut aussi produire selon des normes et des standards qui peuvent être utilisés par le secteur agricole. Alors, ça va sur des choses qui sont, par exemple, la forme et la couleur ou le taux de sucre d'une tomate, jusqu'à des choses qui peuvent être très complexes. Et au niveau de la filière laitière, par exemple, si on regarde cette filière-là, il y a des normes en termes, par exemple, de contamination bactériologique qui font que la structuration de la filière, la formation des producteurs, les accompagnements en termes de développement aussi de logistique au niveau de ces au niveau de ces producteurs doivent être très importants parce que si les normes ne sont pas réunies, les productions ne peuvent pas être traitées par le secteur agro-industriel car le produit est en réalité impropre à la consommation. Alors de nouveau ici, je vais terminer par un exemple sur ce que la Banque africaine de développement fait. On a dans certains pays, je prends ici par exemple le cas de la RD Congo, où on travaille de plus en plus avec le secteur privé sur des conventions et des contrats où ils accompagnent justement la structuration des producteurs au niveau local pour que le développement de cette chaîne de valeur puisse se faire et que le secteur privé devienne véritablement un acteur dans la structuration et la formation des petits producteurs sur tous les points, que ce soit en termes de productivité, production, en termes de qualité, de compréhension aussi des enjeux qu'il y a d'un point de vue réglementaire, avec des accords qui sont passés entre ces communautés, etc. Le défi que l'on doit toujours garder en tête quand la banque s'implique dans ce genre de schéma, c'est véritablement de s'assurer que le modèle est viable d'un point de vue économique. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas simplement de financer ce genre d'activité, mais c'est aussi de s'assurer que lorsque la banque se retire de ce modèle, à la fin du projet, le secteur privé et les petits producteurs ont atteint un état de rentabilité économique qui permet à cet arrangement de perdurer sans le soutien de la banque. Voilà, merci beaucoup. Thanks, Vincent. Really very comprehensive. Thanks. You know, when you say private sector, you know, I agree. You know, we really forget the significant number of small, scale farmers in Africa that contribute significantly for most of African countries in terms of this sector. And they are indeed a private sector. And you highlighted SMEs and, and also large scale across the value chain in agribusiness. I think to sum up, I think you highlighted both soft and hard in terms of the soft, the policy environment, the standards, in terms of access to infrastructure, and the logistic arrangement. I think this is very important. Maybe let me ask the same question to Anthony for renewable energy
what in terms of the constraint, some of the binding constraint highlighted by Vincent, but from where you sit, from the renewable energy, from the energy perspective, what have been, in terms of the private sector, what are the main risks and challenges, and what are, what we need to do addressing these challenges? Over to you, Anthony. Yeah, thanks, Raphael. Thanks, Vincent. So I'm not going to dive much into also what Vincent has mentioned, because some of these challenges are cross-cutting, like access to finance. But I think more importantly on the cost of financing, where based on the credit risk or the country risk for the respective countries, you'll find that maybe high interest, borrowing interest. Now, when you look at that, you'll find that when you incorporate the high interest rates, then at the end of the day, it also touches down to the respective tariff, which of course, again, is a government able to afford this? So country risks also play a very big role in the high interest rates for the respective countries. Then another part is the lack of incentives, sufficient incentives for the private sector when they're coming into respective countries. And here it could be potentially providing the private sector, if they're able to put in a project, tax rebates, right? Or potentially giving them long-term tax holidays. Now you find that when you look at the policies of the respective countries, maybe that is not really enshrined within the respective fiscal or monetary policies of the country. Then, of course, there's a lack of access to long-term capital. And I think that's where private sector really struggles, because just raising this money in the commercial banks provide you a very short tenure. So private sector, at least on the renewable energy side and the energy side, struggle with that. And that's why the bank comes in at least to crowd in or to help the commercial banks in extending the tenures of this capital. Then, as I've mentioned before, I know we all talk about renewable energy is just solar and wind. However, just sticking to that, we find that when we want to bring in all these renewable energy projects, we find that the grid is not able to absorb this intermittency, all right? So you find that further investments have to be done by the respective governments to strengthen the grid, and that could take a long lead time. And when you go back to it, then you'll find that the development of renewable energy per se in Africa is mostly dependent on the ensuring that the grid is stable to absorb this intermittent energy. Then, of course, I'll say the insufficient technical know-how of O&M, at least for the renewable energy technologies, where what I'm saying here is that you find that also the respective utilities that you're expecting to be negotiating power purchase agreements do not understand the nitty-gritties of the O&M, of the power purchase agreements. So in terms of, at least from the technical side, in terms of the tariff, what goes into the tariff, and of course, it's a regulated market. So you also have the regulator sitting on the other side who does not understand the respective technology. I give you a perfect example that we've managed at least to go around, because we've also learned from it. We have one of the South African projects where we just put in the first utility scale battery energy storage on the continent. However, it was a journey. The journey meaning the utility did not know how to go about this utility scale battery energy storage, but also the regulator was also not understanding this. Now, just to look at the mitigation measures, and here I'll specifically go to the bank's 10-year strategy, which outlines some of the strategies that we're going to look at, hopefully going into the future to scale up private sector financing. Here,
we're going to talk about the use of public-private partnership approach. Now, this approach will prioritize private sector involvement, but also through private concessions, leverage limited public sector funding to improve, the regulatory frameworks that I've just mentioned, and also stimulate greater private sector participation, right? Then I think the second last one will be more so to provide scaled up comprehensive risk mitigation solutions to investors. And now these solutions could be include tailor-made political risk insurance. As you can see, as I mentioned, Desert to Power Initiative, you'll find that on the G5 Sahel, if at all we have some projects that are private sector and have been stranded because of the political aspect or the political issues within the G5 Sahel, then this political risk insurance credit enhancement could assist and also de-risk the issues there. And then lastly, just provide a fast loss guarantee to encourage institutional investors, right, to invest in these projects. So I think I'll stop there in the interest of time. Thank you. Thanks, Anthony. Thanks. Very insightful. I think you said, between different sectors, even though the sectors are different, but they are interlinked. And you highlighted also the same soft and hard issues. I think this cost of financing, lack of incentive, just to take some of lack of long-term capital, this is, and I think this is one area that insufficient, technical know-how. And that is, from our previous evaluation is coming again and again, in terms of not only the cost and the lack of incentive, but also the technical support, because we need to have some sort of instrument. I think you highlighted, given the 10-year strategy, the use of PPP is key. And I think to highlight, we need to innovate. We need to find innovative ways, case by case, to engage with the private sector. I think, thank you. With that, maybe just to move to my last question to Belgis, in terms of sustainability. If you look not only IDF evaluation, but evaluation across Africa or other developing countries, one of the findings in most of the evaluation, or if it is rated partly unsatisfactory or unsatisfactory, is sustainability, especially the financial sustainability becoming a key challenge. So I'm asking, based on your experience, what strategies can the bank and the regional member countries adopt to ensure sustainability of the intervention beyond the project life cycle? Maybe let me start first with Belgis. Over to you. Okay, thank you very much. The issue of sustainability is this is key for climate change, because this is actually our concern is for the projects developed today not be sustained in the future, and due to climate change related challenges. And that is why mainstreaming is important, because by mainstreaming we are integrating all these risks into the project and taking necessary measures to improve its adaptation and resilience. So this is one way of ensuring sustainability. But in terms of institutional, we need to ensure that institutions are well, have the capacity and have the knowledge, and especially in Africa, institutions, there are many issues associated with institutions, issues related to governance, past turnover, and lack of coordination among the institutions themselves. Climate change is a cross-cutting issue, and there is a need for collaboration and coordination. Otherwise, no single sector can achieve the objective of climate change adaptation, for example, or mitigation. So the coordination is key,
And also we need to promote like the concept of efficiency, conservation, and across the institutions. It is not only ensuring sustainability and ensuring the flow of finance, but also reducing the cost. So efficiency is key, and of course efficient governance systems, and also especially for peace and stability, because climate change is one threatening factor, but also conflicts and lack of stability is coupled with climate change can like undermine all the gains, development gains and efforts. So the bank is trying to address issues related to capacity through as I mentioned, these regional workshops and supporting the technical assistance, establishing a number of trust funds inside the bank, and also getting accredited as a multilateral implementing entity for a number of climate funds, so that which provides, resources for building capacity, for creating policy advocate for policy actions and commitment. Of course, this is also key to have the political commitment and ensure that the policies and strategies developed are not shelved and are actually being implemented. As I mentioned, at the bank, we have this climate action window now, which provide, funds for adaptation, for mitigation, and also for technical assistance. We have the Africa Adaptation Acceleration Program, which is focusing on adaptation and also provide funds for capacity building, for piloting adaptation projects, from which we can generate lessons and upscale and closely working with our ENS team, so that we will ensure that the project will not only be protected from climate change, but also it will have a minimum impact on the in terms of environmental impact and negative impacts, I mean. So these are like some of the sustainability measures that came into my mind, but definitely there are more innovative, ideas and it will remain, the issue of sustainability will remain like a challenge, because every day there is a new challenge, a new that will threaten, the development gains, and there is a need for more measures to avoid it. Thank you. Thanks, Belkis. Really appreciate. I think institution, particularly capacity, it's coming again and again is a key issue. You talked about reducing the cost, making more efficient, and also its opportunity for maximizing, sustainability. You talked about environmental and other multidimensional issues. Thank you. We have about 4 minutes. Maybe I'll quickly ask just to use this 3-4 minutes briefly, maybe 2 points. What are the key areas in terms of sustainability, in terms of futuristic? What needs to be done in terms of addressing sustainability? Maybe let me give Anthony quick, and then Joseph, and then I will ask Vincent to come quick. 2 points that the bank needs to do differently to address this issue of sustainability. Thank you. Yeah, so thank you, Rafael. I think one aspect is that the bank has to be deliberate in supporting the utilities, because at the end of the day, it's the utilities that are on the ground. Here, I talk about potentially bank coming in and supporting respective utilities
to even float local currency infrastructure bonds that could assist in investing on either transmission lines or even on the generation side or distribution. Then the bank also, through its guarantee programs, could also work with, I'll say, the National Treasury or the Central Bank to provide guarantee schemes. We're doing this specifically in South Africa, where we're working with FCDO UK to provide a guarantee scheme that will push the lending cap, at least for South Africa, so that we're able to have more renewable energy projects in support of the energy transition journey that they are undergoing. So I think I'll stop at that in the interest of time. Thank you. Thank you, Anthony. Joseph? Je pense qu'à mon niveau, je dirais que ce que la banque doit faire rentre dans le cadre de ce que nous appelons actuellement la sélectivité, où l'on veut maintenant avoir des projets transformatifs. Avoir des projets transformatifs veut dire que on ne peut plus avoir des projets isolés dans le secteur de l'énergie, des projets isolés dans le secteur de l'agriculture ou des projets isolés dans le secteur de l'eau. On a besoin maintenant peut-être plus des projets intégrés, avoir des solutions plutôt intégrées. Le terme peut être utilisé, parfois on parle de nexus agriculture, eau, énergie, eau, etc. On a besoin vraiment d'avoir des projets intégrés pour maximiser les impacts de nos projets. Et ça va permettre un peu de soutenir la durabilité de nos projets. Voilà en bref ce que je peux dire. Solutions intégrées. Thank you, Joseph. Vincent? Très bien. Pour ma part, cette notion de durabilité, puisque c'était la question qui était posée, la notion de durabilité peut être prise sous deux angles. Durabilité de l'action qui a été réalisée et durabilité de la transformation que l'on essaye de mise en œuvre. Il y a deux choses qui me viennent immédiatement à l'esprit et qui sont très visibles à l'heure actuelle sur le terrain, hein, parce qu'on a un secteur particulièrement exposé. La première, c'est la durabilité face à l'adaptation au changement climatique. Tous nos projets doivent maintenant véritablement inclure ça, que ce soit dans les actions de dissémination des technologies, qu'elles soient adaptées au changement climatique, que ce soit en termes d'infrastructures qui sont développées, seront-elles résilientes face au changement climatique? Lorsque l'on développe l'irrigation, par exemple, est-ce que ça sera résilient? Lorsque l'on met en place des cultures de décrue et que l'on développe des infrastructures pour permettre de retenir l'eau, est-ce que ça sera résilient face au changement climatique? La deuxième chose, et ça c'est la durabilité par rapport à la transformation du secteur, c'est la question de la durabilité économique de l'action mise en œuvre par la banque. C'est très bien reconnu au sein de la stratégie Feed Africa. L'agriculture a deux grands axes. Un axe, un rôle qui est un rôle social et un autre rôle qui est un rôle économique. Ce rôle économique, souvent, a été dans les actions qui ont une dimension sociale, ce rôle économique, et on ne met pas assez l'accent dessus. Or, si on veut que notre action soit pérenne au niveau local, il faut que les actions que l'on a mises en œuvre soient pérennes, soient durables économiquement. Sinon, comme je disais, les petits producteurs qui sont des agents du secteur privé ne continuent pas les actions que l'on a mises en œuvre. Et cette durabilité économique, c'est quelque chose qui est totalement transversal. C'est la rentabilité de l'exploitation, mais c'est aussi la durabilité quelque part économique du modèle que l'on a développé au niveau local qui permet la maintenance, par exemple, des infrastructures que l'on a développées. Voilà, merci beaucoup. Thank you. I think that's an excellent summary. You know, let's make it right during the design. Let's take into account factors in terms of our action and also in terms of the social economic elements before we start the implementation from the design. Let's make it right. I think that's key for sustainability. With that, I will open, for a participant, any question you have. Maybe Sim, could you please facilitate in any question coming from the participant for the panelists? Thank you very much, Rafael. For now, I have one question
J'ai une question qui est dans le chat. Do you want me to read it before we go to the... Please go ahead. Yeah. Okay. I will read it to you. It is in English. Thank you for this useful webinar. In terms of technologies dissemination, the gap between research and technologies beneficiaries, research and technology beneficiaries is a real challenge. According to you, what could be the good strategy to fill this gap to boost technologies adoption and improve agricultural productivity across African countries? Thank you, Sim. Let me forward to Vincent. I think the question is directed to you. Thank you. Bon, je remercie Félix, que je connais bien, pour cette question très pertinente. Là-dessus, hein, véritablement, c'est tout le but et tout l'enjeu de l'initiative TAT, qui a été vraiment promue par notre président et que j'ai abordé au départ. L'objectif, il y a des instituts de recherche, il y a un réseau, notamment à travers les CGIAR, qui ont développé ces technologies. Le problème était véritablement de s'assurer que d'un point de vue opérationnel, lorsque l'on finance l'accès aux technologies en général, par exemple l'accès aux semences améliorées, qu'il y ait cette connexion entre la recherche et le développement, et la recherche-développement et le côté opérationnel. C'est-à-dire que lorsque on se met à définir les spécifications des semences qui seront acquises à travers les passations de marché du projet, est-ce que ces spécifications seront les bonnes et permettront véritablement de fournir à nos agriculteurs ce qu'il y a de mieux et par exemple de plus adapté au changement climatique, hein, ou en termes de productivité en fonction des conditions agroécologiques dans lesquelles ces agriculteurs opèrent. Ce n'est pas que cela, hein. Par exemple, ça peut être au niveau du secteur semencier. Lorsque l'on développe le secteur semencier, tant public que privé dans les pays, est-ce que ce secteur semencier, parce que ça prend quand même parfois 4 cycles de production, est-ce qu'ils sont en train de développer les semences les plus adaptées? Lorsque l'on développe des systèmes d'irrigation ou qu'on utilise l'engrais, est-ce que l'on utilise encore une fois, est-ce que l'on dissémine les pratiques qui sont les plus adaptées? L'engrais, c'est un très bon exemple, hein. On n'utilise pas les mêmes engrais, on n'applique pas les mêmes quantités en fonction des différents sols. Et il y a quelques années, on avait véritablement cette approche de one size fits all. Maintenant, les partenariats, ici c'est intéressant, les partenariats qu'on a avec le secteur privé ou les grandes entreprises publiques telles que l'OCP permettent au niveau local d'avoir une approche qui est plus sur mesure et qui permet véritablement d'avoir des gains de production et de productivité ou en termes de durabilité, des choses qui sont meilleures. Donc c'est véritablement ce partenariat-là entre recherche et privé qui permet d'amener ces technologies et les résultats qu'on a dans un certain nombre de pays montrent que cette approche vraiment amène à un changement sur le terrain. Merci beaucoup. Thank you, Vincent. It's really appreciate. Sim, any question? There is any question? Yeah, actually, we have Barakisa hands up. Okay. I don't know Yeah. if you want to say Okay. something. Okay. Okay. Barakisa? Ah, oui, ok. J'ai plutôt, en fait, quelques commentaires, si je peux aller. Ok. Euh, Proceed, Mabarakisa. ok. Merci beaucoup, Roufaël, pour cette excellente inspiration et aussi à tous les panélistes.
Et présentation très excellente. Alors, en fait, j'ai des commentaires. Donc, le premier commentaire, c'est notamment de comment est-ce que la connaissance évaluatoire pourrait contribuer au changement. Je pense que de la mise en œuvre des recommandations, notamment le niveau d'adoption IDEF. J'ai vu Baptiste parler un peu de tout ce qui a suivi, en fait, notamment le système de suivi d'évaluation, le cadre, en fait. Mabarakisa, the translator can hear you. I think your connectivity. Allô, vous pouvez m'entendre ou je parle un peu trop vite? Yeah, I think you're asking regarding the knowledge sharing. So I will pose it to them in terms of how they take it forward, the evaluation recommendation. Is that your question, Mabarakisa? It was not actually a question. I was, it was a comment. So I have Okay. some comments. Okay. So the first one was on, the evaluative knowledge. So I'm Andrea, maybe I'm talking quickly. That's why they cannot interpret. Is that the issue, or you are not? Now the sound is better, Mabarakisa. You can proceed in French. Yeah. Ok, donc je parlais du fait que considérer la mise en œuvre des recommandations, notamment au niveau d'adoption des recommandations. Et quand on parle d'alignement et la mise en œuvre, ah, Madame Balkis l'avait bien mentionné. Elle expliquait comment l'évaluation sur l'intégration des questions de croissance verte avait donc permis de mettre en œuvre les actions. Mais, par exemple, dans le rapport MAMS, on a vu que le niveau d'adoption des recommandations était modéré. Je au niveau, je pense que ça va contribuer beaucoup parce que ce qu'on remarque, c'est que les niveaux se trouvent au niveau de 96%, mais des efforts restent à faire au niveau de la mise en œuvre de ces recommandations et aussi en termes de mise en œuvre, ce qui donc pourrait permettre donc d'améliorer effectivement le niveau d'adoption et de contribuer à ce que les compétences interviennent au niveau du changement transformationnel souhaité. Au niveau de la pratique, l'évaluation a montré qu'il y avait comme... Mabarakisa, the connection. Yeah, I think we got your comment. So thank you, Mabarakisa. Yeah, this is about, once we take it forward, how do we really, take forward the evaluation? I think the panelists, when we have this management response and implementation, it's a bit high level conversation. Of course, everyone here also participating in that process, but thank you for your comment. Is there any comment? Because Mabarakisa, sorry, the connection, the translator Bien. are challenged Votre connexion with that. Internet. Yeah. Thanks. Is there any, Sim, any questions or comments? Si vous avez des Otherwise, questions, c'est le moment de pouvoir les poser. Il faut juste okay. nous faire signe et puis nous allons vous donner la parole ou envoyer ça dans le chat, s'il vous plaît. Okay. Maybe if there is no any question, I have. We have maybe, one person. Okay. That... Please proceed. Yeah. Monsieur Moldi Tarouni, vous nous recevez? Monsieur Mouldine. Teresa, est-ce que vous pouvez nous aider, Monsieur Mouldine, et après
Alors, Monsieur Mouldi, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Merci. Monsieur Mouldi, vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro et de parler. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Ah, ok, d'accord. Donc, je voulais juste rebondir sur la question de la durabilité. Ce qui est constaté ces dernières décennies, c'est que les réalités qui commencent à passer ont beaucoup ont un grand défi à relever pour développer la durabilité de nos projets. Lorsqu'on visite les projets qui ont été réalisés il y a 10 ans, 20 ans, on trouve que la majorité des choses que ceux qui disparaissent complètement. Si, à mon sens, il est dû à un problème des pays, là, c'est des pays. La majorité des pays n'ont pas les cultures appropriées pour assurer un appui aux agriculteurs ou aux groupes. Oh, Mouli, on t'entend très très mal. Ok. Je dis, est-ce que vous m'entendez maintenant? Allô? Oui, on essaie de vous écouter, mais ça se coupe. Donc, faites, je ne sais pas si c'est la connexion, mais reprenez, allez-y, s'il vous plaît. Est-ce que ça va mieux maintenant? Oui, nettement mieux. Ok. Donc, je reviens sur le problème principal qui est, à mon sens, lié à la durabilité de ces projets et pourquoi les projets ne durent pas après la fin de la mise en œuvre, c'est-à-dire la phase de décaissement. Une fois que les projets clôturent, au niveau des banques, ils ne résistent pas beaucoup et la majorité disparaissent. À mon sens, il y a un grand problème de capacité des pays. Et dans certains pays, pour ne pas dire la grande majorité, n'ont pas de structure appropriée pour appuyer les agriculteurs et le groupement d'agriculteurs dans la mise en valeur de leurs terres. C'est-à-dire que le bailleur de fonds, il vient pendant 4, 5 ans, 6 ans, 10 ans pour mettre en place tout ce qu'il faut comme infrastructure, comme équipement, comme tout ce que vous voulez. Mais si vous voulez, les associations qui sont censées gérer toutes ces infrastructures n'ont pas l'appui du gouvernement pour l'approvisionnement, pour la réparation et la maintenance des équipements, pour l'écoulement des produits, pour beaucoup de choses. Donc, ils se trouvent complètement perdants dans ce... Et c'est pour cela qu'ils abandonnent leur site et leur périmètre. Et ceci, à mon sens, est la clé de la réussite si on veut demain aller vraiment dans le fond de ce problème, c'est de voir avec les pays. Il y a certains pays, notamment, je parle de certains pays du Maghreb ou du Rwanda, où il y a ces structures qui s'appellent les services de mise en valeur. C'est-à-dire, ce sont ces services-là qui viennent prendre la relève après la fin des projets. On fait une passation à ces services-là qui vont donc s'approprier des projets et ils vont commencer à assister les populations, les associations, les agriculteurs pour bien gérer tous ces équipements et ces infrastructures. Voilà, à mon sens, la faille qui demeure depuis des années et des années dans donc la pérennisation de nos projets. C'était juste une remarque que je voulais vous partager avec vous. Merci. Thank you, Mr. Multi. It's really appreciated. Is there any final theme before we recap and summarize? Please, we have two persons again. Okay. Madame, Monsieur Mouza Njigum. Madame ou Monsieur Mouza, si vous avez la possibilité de parler, ouvrez votre micro. Teresa, can you help? Allô, Monsieur Mouza, s'il vous plaît, vous pouvez ouvrir votre micro? Vous m'entendez? Oui, 5 sur 5, allez-y, s'il vous plaît. Good afternoon to everybody. Are you getting me? Yes, we are getting you. Please, go ahead. I want to extend my gratitude and thanks to all the wonderful presentation that they have given us this morning.
I am so grateful that the evaluation is very, very powerful. But I have one worry, which I want the African Development Bank to take note of. I've visited many African agricultural sectors, and I have one worry about holding. My own situation is, does the African Development Bank really go into detailed evaluation on how they spend their money on trying to develop agriculture in African countries? In the sense of capacity building, in the sense of renewable energy, and in the sense of bringing in sustainable development in these areas. And most of it is financing. Is the financing policy of African Bank really full of in a way that no corruption goes on? Because all that is the situation that is bringing deplorable situation of agriculture in Africa. So this is one worry that African Development Bank must have to sit down and work on it. If not, all the money they give in Africa for development, for technology, for capacity building, it's all wasted. So please, let me know if you are really taking certain ground measures to make sure that these finances are well put in the purpose for which it has been sent to this agricultural sector in Africa. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Musa. I really appreciate it. Maybe here is this a general comment, as you know, the bank put in place safeguard measures in terms of not just only social and the environment, and we have also, in terms of governance, in terms of, due diligence, we have all instruments in place. And, we as a bank, I think this is very important, because we want to bring this transformational change and in terms of improve the quality life of people of Africa. And we want to make sure that the resources are appropriately used. Thank you, and it's well noted. With that, Sim, do you have any other question? Otherwise, we have only 10 minutes. We need to recap and sum up and conclude. Sim. You want to thank the Yes, moderator? thank you very much. Célestine? Madame Célestine? Madame Célestine, est-ce que vous me recevez? Please, Teresa. Madame Célestine avait la main levée. Je ne vois plus la main de Madame Célestine. Okay. So I think with that, please, participant, if you have any further question, you can send through the contact, and we'll try to respond to your question. With that, maybe to finalize before I recap and summarize, I will ask our distinguished panelists, just maybe quickly respond to, there are 4 or 5 key things that from the green growth, climate change, from renewable energy, from agriculture, sustainable agriculture, issues in terms of the conducive policy, environment, capacity, finance, partnership and collaboration. These are key things, coming in all aspects. So I think with that, the issue that in terms of synergy and integrated solution, because we say, we are one bank. As one bank, we need to have a mechanism in place to synergize integrated solution in between, for example, renewable energy and sustainable agriculture, and also climate change. So maybe quickly I ask to reflect on this one. Let me start with Anthony. How can cross-sector synergies between, sustainable agriculture transformation and renewable energy optimize, to maximize the impact and efficiency of the intervention? So how do we better synergy in terms of integrated solution? Maybe 3 key, actions that you think is very important and opportunities to synergy and in terms of also looking integrated solution. Over to you, Anthony. Yeah, thank you very much. I think when you talk about an integrated approach,
I think you need to look at energy or renewable energy as the catalyst, right? It cuts across both. It's cross-cutting, at least on the energy, on the agricultural side. You have the productive use, and I think here we're talking about potentially mini grids, where they could be situated in areas where potentially the grid might not get there. Another aspect is that, as you all know, that when you have grid connected, where you have transmission lines bring infrastructure like roads, right? Because to carry all these transmission lines, you need road access. So that's a synergy also with the infrastructure aspect of, at least from an integrated approach, where you lay your transmission lines. But of course, even as you lay your transmission lines, you have the respective roads around them. So I think I'll just leave it to that, so that at least, since power is really a catalyst, is the one that enables, right? Agro-processing. You want agro-processing, you have agriculture, but you don't have the electricity or the power for it to run these big machines. So let's look at renewable energy as more of a catalyst. Thank you. Thank you, Anthony. Maybe Vincent and Bill Gates, maybe when we talk in terms of also our arrangement, sometimes we rush into projects, and the opportunity to collaborate with other sector departments, it's not only in terms of the operation aspect, but in terms of also, institutional collaboration within the department. Maybe if you reflect on that in terms of, how we better maximize the impact and efficiency of, our intervention in sustainable agriculture, renewable energy better. Yeah. Over to you, Vincent. Oui, merci beaucoup. C'est intéressant parce que dans cette conclusion, on est en train d'amener une dimension sur laquelle on n'a pas beaucoup échangé, mais qui finalement transparaissait un petit peu dans les débats. C'est cette notion du nexus entre l'eau, l'agriculture et l'énergie, et finalement comment ces sujets sont interreliés. Il y a 3 hotspots, 3 points chauds sur ce nexus quand on parle en Afrique, et où finalement ces notions de durabilité, les notions d'empreinte carbone vont être très importantes, et puis d'empreinte sur le secteur de l'eau. La première chose, c'est la mise à l'échelle des investissements dans l'irrigation, qui ne s'est pas faite dans de très nombreux pays, et qui vont avoir justement une empreinte eau-énergie importante, et où des solutions justement sur des actions raisonnées ou à basse empreinte carbone sont importantes. La deuxième chose, et ça vient juste d'être mentionné, c'est le fait que si on veut accélérer la transformation, il faut une source d'énergie stable et à bon marché. Et là-dedans encore, les solutions à basse empreinte carbone sont importantes. Et puis le troisième point, le troisième spot, c'est cet accès à l'énergie pour la mécanisation et le transport. Et on voit bien ici que c'est vraiment toute la chaîne qui est concernée. Maintenant, pour le travail intégré, c'est une approche en réalité que l'on a mise en œuvre au niveau de la RDC dès le départ, dès le niveau du DSP, où on a cherché à faire en sorte que toutes les équipes travaillent de manière intégrée en vue d'un même objectif. Et ceci permet au niveau de chaque projet que les différents complexes réfléchissent à des solutions qui permettent de résoudre de manière commune les défis qui se présentent à un secteur. Et donc à présent, et l'objectif de développement, c'est l'agriculture et puis la sécurité alimentaire. Il y a un point qui est important ici, c'est que la coordination que je présente à présent dans le cas de la RDC, elle n'est pas simplement au niveau d'un projet, au centre de ce projet-là. Elle est aussi entre les projets. Et c'est ça le deuxième niveau de dimension sur lequel on est encore un peu timide. C'est on voit vraiment qu'il y a de plus en plus des projets qui se développent, qui sont intégrés, mais ensuite c'est l'intégration entre les différents projets entre eux pour avoir un impact
dans le temps et de façon intersectorielle qu'il y a peut-être lieu de renforcer et qui amène vraiment à pérenniser l'action de la banque sur les territoires. Merci beaucoup. Thank you, Vincent. Really appreciated and comprehensive. Maybe Balkis, proceed, Balkis, over to you. Thank you very much. I think this is the most important question. Because for us, the climate change and green growth, the objective is low carbon climate resilient development that involve all sectors, because all sectors have to go to contribute to achieving this trajectory of low carbon development, resilient, climate resilience. And the problem is that this work in like the compartmentation. For example, if we speak about agriculture and we want to make it smart agriculture, so we need to involve like efficient irrigation systems, solar pumps, shelter belt. It's always you find, when you have an agricultural project, you speak about these issues. Either it's one department, not all, so encompassing all these, or at the government level, they have, like these issues separate in different institutions. Because when we think about making it like bringing a climate component, it's either to take part of the budget of the project or to develop proposal and access resources from like climate funds, and for this you need this agreement between different institutions to work together. We said this in one of our projects. Similarly, if it is renewable energy, and it's a renewable energy project that we can have other components, for example, link it to an agriculture development, rural agriculture development, education or health, water supply, improving health, water supply. We always face this problem of these issues are dealt with at the country level, for example, by different departments, and it always makes it difficult to bring them together and try to working as one team. So I think there is need for more flexibility within the bank, and also trying to see if countries can also accommodate such a level of flexibility and coordination, maximizing the synergy between different sectors. Thank you. Thank you, Balkis. Our time is almost up, but we had, I will ask your patience, we had 5 minutes technical issues. So maybe before we wrap up, I will ask, I'll give you just, one, in terms of to bring this transformational change within the continent, from your reflection, just one statement, just to highlight, to recap things that we need to do differently. One, I'll give you a chance for everyone just to make a concluding remark for each one. So let me start with Anthony. I think from one remark is that we need to build local content. And by building local content, then we're able at least to mark down the respective pricing or the tariffs, because of, at least the projects are developed within the respective countries. The equipments are manufactured within the respective countries. So local content is very important, and we need to equip the respective private sector and also utilities to be able to install these projects themselves, where the bank can actually provide expertise or engineering firms that can handhold the respective governments. Because we sit on a lot of, I'll say, resources meaning energy and also minerals. So why don't we have the value chain of the minerals within the continent and be able to develop our own solutions? And the solution starts with local content. Thank you. Thanks, Anthony. Local content. Evan.
Vincent, any concluding remark? You are on mute. While we are waiting, Vincent, Belgis, any one statement, remark, concluding remark? Okay, thank you. Yeah, I think we need to bring the private sector and to mobilize the resources from private sector. Still, it's very limited. The representation of the private sector in the climate in Africa is less than 15% of the total climate finance flows, and it can play a bigger role. We need to address three issues related to private sector, because first is the risk. The private sector, they think climate change, investment has a higher risk than any other investment. Maybe they are more towards mitigation, but when it comes to adaptation, there is the very little, investment. So we need to at least to show that the benefits that can be gained by the private sector from investing in adaptation. The other thing, they think there is this knowledge gap because of we don't know exactly what will happen what the situation will be in the future in terms of climate risk. Certainty is not very high. I mean, in terms of the modeling and also in terms of calculating and monetizing the benefits coming from adaptation. This has also, we need to work on this, filling this knowledge gap. The third thing is that the long term, need for adaptation to see the impact. And this I don't know how to, but at least there are some short-term gains. Some projects they can start with that and to attract the private sector. Also, we need to create the enabling environment at the country level. We need to generate more knowledge about adaptation. We cannot just keep lifting the number of issues that prevent the private sector from coming into the investing in adaptation. We need to do something about it. Thank you. Thank you, Belgis. It's very important. Joseph? Thank you, Rafael. On my side, maybe I will just say 5 points related to the renewable energy. It's very important to scale a project. That means that we should prioritize large scale and off-grid solution. The reason I'm saying it's because now most of a project on renewable, a part of a hydropower project is just generating less than 100 megawatt. So it's important to have this more large scale project. Second, in terms of innovative financing, we need to explore green bond and maybe better use of a climate finance instrument. And third, we need just to enhance technical and regulatory capacity within the country. Four, we need also to integrate resilience into our project. And finally, we need to promote policy dialogue just to support policy and regional cooperation. Thank you. Thank you, Joseph. Vincent, you're back? Non, Vincent n'est pas là. On l'a perdu. Okay. So I think with that, thank you very much. I would like to thank our panelists for their valuable contribution. It's really appreciated, and I hope the participants also benefited from this conversation. We covered in terms of the general contribution in driving this transformational change, in terms of priorities, in terms of sustainability,
in terms of mobilizing private sector, and the issue also synergy integrated solution. And thank you for your valuable contribution. And remember to connect if you have any further questions. All the contacts and the details are in our webpage. It's already when you get that register, you get all this information. Feel free to reach, and Sim provide the details. And before I conclude, let's give a round of applause to our fantastic panel. And thank you very much. With that, over Sim to conclude the meeting. Thank you. Merci beaucoup à Raphaël, notre modérateur, et à l'ensemble des panélistes, et à Joseph pour la présentation. Nous allons donc clôturer cette session. Nous remercions l'ensemble des participants. Tout à l'heure, lorsque la réunion se fermera, un lien vous sera envoyé pour nous aider à apprécier et à évaluer le travail que nous avons fait. Donc, votre feedback est très important. Merci beaucoup. Merci et à la prochaine. Nous avons également 2 autres sessions demain et après-demain. Restez connectés. Merci. Merci beaucoup. Have a nice day. Right. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Appreciate it. Thanks.